œuf maillot, le podcast native qui vous met l'eau à la bouche. Bonjour. Bonjour Vianney. Vous êtes un chasseur-cueilleur des temps modernes, guide nature et organisateur de cueillettes gustatives de plantes sauvages dans nos villes, nos jardins et nos campagnes. Et aujourd'hui, nous sommes au cœur de l'île Saint-Germain, du parc de l'île Saint-Germain, dans un cadre d'une nature semi-sauvage. Et nous allons découvrir comment la nature y vit et pourquoi nous y avons toute notre place. Le thème du podcast aujourd'hui est comment survivre en milieu urbain et consommer différemment. Quelle est notre capacité à gérer une autonomie alimentaire totale ou partielle par la connaissance des ressources de la nature. Voilà pour la présentation. Pourquoi êtes-vous devenu guide nature et qu'est-ce qui vous anime ? Je fais de l'animation depuis le début de ma vie professionnelle, quasiment. Et je suis devenu guide nature pour rendre plus fin mon approche en fait, de la pédagogie. Au début, je travaillais sur les arts plastiques, la magie, la danse, la musique. À un moment donné, j'ai commencé à travailler dans le médiéval. Et donc, j'ai fait pendant 5 ans de la forge, les bâtisseurs. Et au fur et à mesure, j'ai voulu travailler sur les métamorphoses, les métaphores utilisées dans l'animation. Et donc, je me suis orienté vers la nature pour avoir un maximum de richesse, en fait, en termes de dialogue et d'échange. Vous avez commencé à quel âge ? 20 ans, à peu près, 19, 20 ans. Ouais, 20 ans. Et d'où vient votre savoir ? Alors, je suis né dans un environnement naturel extraordinaire, dans la baie du Mont-Saint-Michel, avec une maman pleinement fan de la nature. Et puis après, j'ai suivi des études autour de l'écologie. Et après, j'ai appris par moi-même, dans les livres, par l'expérimentation. L'expérimentation est vraiment la grande souche de mon savoir. Ouais. Alors vous expérimentez depuis quelques années votre capacité à être en autonomie alimentaire et vous avez récemment fait un parcours de 5000 km à pied pendant 8 mois jusqu'au sud du Portugal ou de l'Espagne et en vous nourrissant de ressources de la nature, une vraie épreuve de dépassement de soi avec pour but que les hommes renouent avec ses savoirs ancestraux et ouvrent les yeux sur la nourriture disponible. Vous avez fait des découvertes ? J'ai fait des découvertes sur moi. En fait, l'autonomie alimentaire, je la connaissais déjà parce que je l'avais expérimentée en mode sédentaire. J'avais d'abord commencé à faire 3 mois et demi d'autonomie alimentaire dans un environnement fixe où j'ai vu qu'est-ce que faisaient les plantes sauvages sur moi. Une fois que j'ai vu l'atout extraordinaire que ça possédait par rapport à l'alimentation, on va dire, commune, celle de l'agriculture, une fois que j'ai vu en fait, que ces plantes comestibles étaient aussi des plantes médicinales et que ça renforçait considérablement mon état de santé, ça l'augmentait considérablement, et bien en fait je me suis dit qu'il était possible maintenant pour moi de faire un pas complémentaire, celui de faire une migration. Faire une migration comme pouvaient faire nos ancêtres préhistoriques. Alors j'ai fait 2600 km durant 6 mois, donc je suis parti de la baie de Somme et je suis descendu jusqu'au sud de Porto, donc au Portugal. J'ai dû m'arrêter un peu plus tôt que prévu. Parce que en fait, j'ai commencé à développer une tendinite après avoir fait 1200 km de Pyrénées sur les... Donc une inflammation. Voilà, une inflammation, ouais. Et quel est votre bilan 1 an plus tard ? Eh ben, en fait, je me suis réparé très rapidement. J'ai réussi, dans le temps d'apprentissage, à être à 70% d'autonomie alimentaire sur ce parcours-là, avec une réussite totale sur la fin. C'est-à-dire qu'en fait, il a fallu que je passe des épreuves, c'était une initiation. Il a fallu que je teste le savoir que je connaissais sur le mode sédentaire pour que je le mette en évidence sur une dimension très physique. Et donc, ça n'a pas été tout à fait les mêmes réglages. Et une fois que les réglages furent effectués, en fait, j'ai pu être en autonomie totale. Et c'était quoi ces petits réglages ? Le réglage, c'est qu'en fait, au départ, je consommais quasiment tout cru. La plupart de ce que je mangeais, c'était en mode cru. Et en fait, j'ai perdu beaucoup de poids. Mes muscles ont commencé à fondre. Je faisais une sorte de jeûne, j'étais en hypocalorie. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un camping-gaz qui m'a permis en fait, de faire chauffer mon alimentation. L'avantage de faire cuire son alimentation me permettait d'augmenter au moins par 3 la quantité de nourriture. Ce qui fait que j'ai augmenté considérablement ma quantité de calories. Et là, en fait, du coup, j'ai pu réussir à reprendre du poids. J'ai donc gagné 2 kilos par rapport au départ. Et les plantes, elles ne perdaient pas les nutriments en cuisson ? Alors, elles perdent des nutriments. Alors, du coup, le midi, je mangeais cru. Et le soir, je mangeais cuit. Et afin, comme ça, de pouvoir garder quand même pas mal de nutriments. Mais comme je gagnais beaucoup en calories, je gagnais quand même en énergie. Vianney, nous sommes devant un arbre que vous nous décrivez comme comestible. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous présenter ? C'est l'arbre sous lequel on se met lorsqu'il y a des orages, parce que, paraît-il, il n'attire pas la foudre. C'est l'aubépine. On s'en souvient parce que
de ce nom-là, parce que quand il commence à faire ses fleurs, il se recouvre d'une aube blanche de fleurs et il a les petites épines. C'est un arbre comestible parce qu'on peut manger les feuilles, on peut manger les fleurs et on peut manger les fruits. Donc là, c'est des jeunes feuilles, toutes délicieuses, qui en plus de ça ont des propriétés tonicardiaques. C'est quelque chose qui donne un bon rythme au niveau du système cardiaque. Les fleurs, quand on peut les manger, elles sont très parfumées. On va pouvoir avoir une autre qualité qui va arriver en plus, que cette fois-ci, ça joue sur la qualité toujours du cœur, mais cette fois-ci le cœur émotionnel. Et donc du coup, on a des qualités complémentaires qui arrivent. Et quand les fruits arrivent, la sénelle, qui est un petit fruit rouge avec un gros noyau, qui n'a pas beaucoup de goût en termes de saveur, qui n'est pas très intéressant, mais qui nourrit tout de même, eh bien, quand on mélange et les feuilles qui restent, qui sont un peu plus dures, plus le fruit, eh bien, on a les qualités aussi bien tonicardiaques que les qualités émotionnelles qui apparaissent en même temps. Donc ça nourrit toute l'année, c'est une plante très agréable. Voilà. Donc on peut envisager de cueillir toute l'année à toutes les phases en fait de l'arbre, soit la feuille, soit le fruit. Donc toute l'année l'aubépine c'est... Alors pas toute l'année, parce que là en ce moment les jeunes feuilles arrivent et après elles auront disparu. Une fois que les sénelles sont parties, donc c'est en fait au mois d'octobre, là il n'y a plus de possibilité, il faut changer de territoire. C'est l'hiver. Ouais. On les mange crus, ouais. On les mange crus, c'est bien plus adéquat de les manger crus parce qu'elles ont beaucoup plus de vitamines et donc là on prend toutes les propriétés. Manger cru c'est toujours un avantage parce qu'on mange du vivant et le vivant se transmet en nous, il y a quelque chose de complémentaire par rapport à la cuisson qui détruit une partie des nutriments et des choses assez subtiles dans les nutriments, ce qui fait que on gagne beaucoup plus de vie à manger cru. Surtout quand c'est sauvage, mais tout le temps, de toute façon. Donc je te conseille une petite jeune feuille, soit on coupe au couteau, soit on coupe avec l'ongle. On n'arrache pas, parce que quand on arrache, ça abîme la plante, et la plante, elle, je ne sais pas si vous savez, mais les plantes ressentent leur environnement. Donc on fait très attention, on respecte et on ne prélève jamais de trop. Et donc, une fois qu'on a prélevé, hop, on peut y aller. Et là, on mâche bien. On prend le temps pour mâcher, d'autant plus que l'aubépine, c'est pas du tout un goût prononcé. C'est marrant parce que le goût apparaît vraiment en mâchant longuement. Donc là, elle est quand même plutôt pas mal. Les plantes changent de goût en fonction du territoire où elles poussent. Donc on peut avoir des variations, mais même sur ce parc ici, le goût de l'aubépine d'ici n'aura pas forcément le même goût que l'aubépine de là-bas. Mais là, c'est très doux, très agréable à consommer. Vous pouvez y aller. C'est quoi ça? Là, c'est un prunellier, ça. Ça s'appelle de l'épinette. Et ce que je peux faire avec ça, en plus de mettre les fleurs dans une salade, c'est que je peux faire aussi une petite recette très sympa qui consiste en fait à aromatiser l'eau que je consomme. Vois-tu, quand le matin se lève, quand le soleil arrive, à l'intérieur des fleurs, il y a des petites gouttes de rosée. Si d'aventure tu te mettais en fait à essayer de aspirer ces gouttes de rosée, tu aurais le goût du nectar de la plante, ce qui est absolument divin. Là, l'idée, c'est de faire une énorme goutte de nectar. Donc, on prend une bouteille d'eau. Ça fait quoi ça, 1 litre? Là, ça fait 1 litre, ouais. Et puis, on cueille les fleurs et puis on les met dedans. Les fleurs, en fait, elles restent vivantes. Alors, à l'occasion, on peut prendre des rameaux. Peut-être que là, je vais réussir à le faire. Et je pose ça. Peux-tu me tenir ça, s'il te plaît? Merci. On peut prendre des petits rameaux comme ça. L'avantage de prendre le rameau, c'est qu'en fait, là, toutes les plantes sont raccordées au pied mère et elles continuent à bien vivre à l'intérieur. Quand une plante est dans une situation de stress, elle va développer tout son possible pour arriver à son objectif final, faire une graine. Là, elle va développer tout son potentiel pour faire du nectar. Donc, je le plonge là-dedans, comme ça. Une fois que j'ai fait ça, hop, il faut que je referme la bouteille. Alors je peux en mettre plus, hein, ça va varier en termes de goût. L'idée c'est de noyer la plante à l'intérieur. La plante, une fois noyée à l'intérieur, je vais la laisser au soleil. Ça va solariser l'eau et stimuler la venue du nectar. Et à la fin de la journée, mon eau sera aromatisée à la fleur de prunellier. Faut laisser poser combien de temps? Alors, quand on fait ça le matin, genre si on fait ça vers 10h, le soir c'est pas mal. Mais si on n'a pas mis trop,
c'est avantageux parce que le lendemain matin, ça sera encore meilleur. On le laisse au soleil. On laisse au soleil toute la journée, une nuit complémentaire, à condition de ne pas avoir trop chargé, parce que des fois ça peut saturer en nectar et ça peut ne pas être trop bon. Il faut nuancer. Et le lendemain matin, on peut filtrer et boire cette eau-là. On peut la rafraîchir aussi pour la boire le lendemain midi. Ça ne tient pas 24 heures, hein, une eau comme ça. Hein. Ça ne se conserve pas. Mais par contre, c'est absolument délicieux. C'est une eau qui est vivante et qui possède un parfum qui est de la grande gastronomie. C'est souvent assez fin, c'est léger, mais ça a toutes les vertus de la plante. Le nectar est là, c'est très très bon. C'est un des meilleurs trucs à découvrir. Pour découvrir une plante sauvage, il n'y a rien de tel que de passer par là. Toutes les fleurs y passent, et quelques autres plantes aussi. Si on les plonge dedans, tout simplement, on peut découvrir le goût d'une plante et les amertumes ne passeront pas. Ce qui fait qu'on aura toute la subtilité, tous les parfums intéressants de la plante qui vont apparaître. D'accord. Ça, on peut le mettre dans la salade? Ça peut accompagner le repas. Et oui, mais non, mais la plante elle-même. La fleur, oui. La fleur, on va la mettre dans la salade, ouais. Quand les jeunes feuilles apparaîtront, elles seront aussi comestibles, mais là, bon, voilà, là c'est vraiment la fleur pleine de nectar qui est vraiment la plus intéressante, parce que le nectar, c'est du sucre, c'est ce qui va attirer l'abeille, c'est très nutritif. À l'intérieur, il y a aussi des pollens qui sont remplis de protéines, et donc aussi qui nourrissent très bien. Donc manger des fleurs en grande quantité, ça apporte une satiété rapide et efficace, ça apporte vraiment en fait une pleine vitalité. On a moins besoin de manger dans ce genre de conditions. Manger des fleurs calme très rapidement la satiété. La conclusion qu'on en tire, c'est qu'au lieu d'aller faire nos courses au supermarché, ni même au marché, on va venir dans un parc tous les dimanches matins. Si on veut simplifier notre vie et la rendre plus jolie, c'est le meilleur chemin. Enfin, c'est le meilleur chemin que je connaisse. Il y a une dimension, on pourrait presque dire poétique, dans l'impression subjective que ça apporte en fait de faire ça. C'est qu'on est toujours très proche. Vous voyez, là, il y a des abeilles qui sont juste là, de différentes espèces. On voit les plantes de près. Il y a un aspect psychologique intéressant qui apparaît, c'est que quand on cueille une plante un jour, le lendemain, quand on revient, elle a déjà grandi un petit peu. Et quand au bout d'un mois, on ne fait que revenir, elle a encore beaucoup grandi. Mais on la regarde tous les jours, on la voit grandir, on cueille en permanence. Et en fait, c'est aussi dans notre esprit que les choses grandissent. Et en plus de ça, à force de les regarder de près comme ça crée comme des photos dans l'esprit. Ce qui fait que le soir, dans les périodes de cueillette, le soir quand je me couche, souvent j'ai comme des photos en fait de plantes dans l'esprit, tellement je les ai observées, tellement j'ai vu le détail, tellement j'ai vu de lumière à l'intérieur, que du coup ça me crée en fait vraiment une boîte à images en fait dans l'esprit, quoi. C'est vraiment extraordinaire de manger beaucoup de plantes. Souvent on se dit une petite infusion d'ortie ça sera bon pour ma santé, mais quand on mange des plats entiers d'ortie et qu'on en mange tous les jours, l'apport de la santé il est vraiment incroyable. Enfin, dans mes impressions personnelles, dans les périodes en fait où je fais ce genre de performance que de manger que ça, c'est une sensation d'avoir 30 à 40% de santé en plus, ouais. Alors que pourtant je suis déjà en pleine santé. C'est vraiment l'esprit qui s'éveille, c'est vraiment l'attention, le présent, la sensation physique puissante, vive, peu besoin de dormir, enfin beaucoup moins. En tout cas, ça fait baisser de bien 2 à 3 heures de temps de sommeil. Ça fait combien de temps que vous pratiquez Alors, de manière intense, c'est depuis 2015. Avant, c'était de l'approche, c'était de la théorie, c'était essayer un petit peu. Disons que j'avais les chocottes, quoi. D'accord. J'avais un pont culturel à 3 passer. dernières années, vous avez senti qu'il y avait vraiment une augmentation de capacité Disons qu'en fait, à un moment donné, j'en avais assez de rester sur la théorie que d'essayer un petit peu, quoi. J'ai voulu passer le pas, j'ai d'abord fait 2 semaines. 2 semaines se sont super bien passées, j'étais plus en forme que les 2 semaines précédentes, quoi. Alors que j'étais déjà bien. Et donc du coup, je me suis dit, bon là, il y a un truc à faire. C'était un automne. Au printemps suivant, j'ai attaqué, j'ai fait une saison complète. Cet état de santé, en fait, vraiment surélevé, espèce de survie, en fait, trait d'union de vie, quoi. J'ai surtout ressenti dans le mode sédentaire. Parce que là, en fait, du coup, j'avais peu d'énergie à dépenser, en termes caloriques. Et là, du coup, j'avais plein bénéfices de la sensation. Quand j'étais en marche, je dépensais beaucoup d'énergie. Je faisais entre 20 et 30 km par jour. J'ai passé 2 mois et demi sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur le chemin d'El Norte, c'est en fait la face nord de l'Espagne, tout près de la côte, à faire des montées qui montaient jusqu'à à peu près 650 mètres, mais tous les jours, permanence comme ça, des dénivelés à n'en plus pouvoir, sur 1200 km.
j'ai dépensé une quantité de calories extraordinaire. C'était extrêmement 10 fois plus difficile que je le pensais physiquement. Et en fait, là, j'ai eu l'énergie adéquate pour le faire. Grâce aux plantes sauvages. Alors j'ai eu quelques moments en fait où il a fallu que je compense en protéines avec des œufs, des choses comme ça. J'ai eu des manques quand même à ces niveaux-là parce qu'en fait, pour moi, je suivais la côte pour avoir des ressources de la mer. Simplement, je me suis retrouvé dans un environnement où j'appréhendais mal mon territoire. Je le connaissais pas avant d'y aller, quoi. Et en fait, je pouvais même pas aller chercher des bigorneaux sur le bord de côte. Il y avait des falaises partout, c'était pas possible, quoi. Bon, je m'étais planté par rapport à ça. Mais du coup, j'ai acquis des choses nouvelles. J'ai l'impression, en fait, en quelque sorte, d'avoir passé le bac. Et que maintenant, je vais pouvoir monter encore un peu mes études, quoi. L'ortie, elle a cet avantage extraordinaire de recouvrir l'intégralité des besoins alimentaires. En termes de protéines, elle a tous les acides aminés pour pouvoir le faire, elle a tous les minéraux, elle a toutes les vitamines qui nous sont nécessaires. On peut manger de l'ortie pendant des mois et des mois. On aura nos ongles forts, notre peau qui sera vive, on aura l'œil qui brille, on aura une pleine santé physique et on sera bien, quoi. Ça c'est une énergie, c'est une plante qui remet tous les organes d'aplomb, quoi. C'est une plante de la santé. C'est pas l'ortie qui va donner ce plus complémentaire. C'est-à-dire en fait l'ortie va nous mettre sur un plan de niveau santé absolument nickel, vraiment parfait, au top de ce que l'on est. Mais il y a des plantes qui vont apporter des éléments complémentaires, qui vont comme être des produits dopants. Vous disiez que dans l'ortie, c'était une des plantes les plus nutritives du monde et qu'il y avait toutes les vitamines et les protéines qu'on retrouve dans la viande? Oui, on trouve tous les acides aminés. Par contre, il faut en manger plus. Enfin, faut en manger. Il y a l'équivalent de 75% de protéines pour 100 grammes d'ortie sèche et 100 grammes de viande de bœuf. Ça fait 75% des protéines de la viande de bœuf, quoi, pour 100 grammes d'ortie sèche. Quel apport quotidien il faudrait en ortie? Ah bah c'est simple, en manger 2 à chaque repas. Une soupe aux orties? Oui, si tu manges 250 grammes de nourriture par jour, par repas, eh bien, tu manges à 200 grammes d'ortie. Enfin, l'idée, c'est de toute façon, une alimentation sauvage, c'est beaucoup plus cueilleur que chasseur. On a une alimentation en mode sauvage qui est beaucoup crue, qui est très hydratée, qui est abondante en permanence et sans difficulté. À partir du moment en fait, où tu cueilles, tu ramasses, tu manges, quoi. Enfin, tu cueilles, tu manges. La chasse, c'est beaucoup plus compliqué. Mais les escargots, il faut aller les chercher. Ou alors il faut de l'abondance, quoi. Mais dans ces cas-là, il y a des périodes qui sont adaptées en fait, à l'abondance en fait, des animaux. On a besoin de manger à peu près par jour, à peu près 80% de végétaux, quoi. Si ce n'est 100%, on peut passer des jours, des semaines à manger uniquement que du végétal, sans aucun problème. L'homme de la préhistoire, par exemple, ne mange pas de céréales. Ça fait seulement 15 000 ans qu'on commence à consommer des céréales. 300 000 ans pour l'histoire de l'être humain, ça fait un sacré bout de temps sans manger de céréales. Les céréales apportent du sucre, certes, mais c'est pauvre en nutriments. On est bien mieux nourri si on mange que des légumes que si on mange des légumes avec des céréales. Et en plus de ça, le sang est bien mieux enrichi, ce qui fait qu'en fait on n'a pas de problème d'endurance. Hormis si éventuellement on fait du triathlon, des choses comme ça, où là il y a besoin des apports de sucre un peu complémentaires, mais c'est des conditions exceptionnelles en fait de la santé, quoi. Alors les orties, généralement ça se consomme cuit, parce que quand on les cuit, très rapidement les piquants ne piquent plus. Ça peut se consommer cru, mais il faut bien les écraser. Souvent, on peut cueillir l'extrémité de l'ortie, la rouler dans les doigts, on la plie, on la roule, et après on peut la consommer parce qu'en fait, le poison, les stamines qu'on trouve en fait dans les piquants de l'ortie disparaît au moment où ça rentre en contact avec l'oxygène. Donc si on froisse l'ortie, les piquants se cassent, et là du coup, ils ont touché l'oxygène. On peut les consommer, ça ne pique pas la bouche. Ça a 3 vertus particulières. C'est bon pour les articulations. C'est bon, enfin, c'était utilisé comme aphrodisiaque, on se fouettait l'entrecuisse en fait avec ça, ou frottait l'entrecuisse avec ça, pour en fait s'assurer en fait d'une présence sanguine puissante. Pour les hommes. Hein. Pour les hommes principalement. Après en fait à tester, hein. C'est peut-être pour tout le monde. Et en même temps, c'est un poison en fait très stimulant, ce qui fait que si jamais on se jette dans les orties, ou simplement on met nos bras dans les orties et qu'on se pique les bras comme ça, bon, je l'ai fait pour tester, pour savoir ce que ça faisait,
on a vraiment l'impression de faire la pire bêtise du monde, quoi. Hein. On a l'impression de faire un truc stupide de manière consciente, quoi. Ça fait très mal. Mais alors par contre, les minutes qui suivent, dès les minutes qui suivent et sur les heures qui vont suivre, sur les 2-3 heures qui vont suivre, on aura une vitalité de feu, quoi. Le sang, en fait, va circuler énormément, en fait. On aura les bras un peu rouges, mais c'est sous tout le corps, en fait. On va être boosté, quoi. C'est un peu une des premières plantes de super-héros, alors. Ouais, c'est la base. Disons qu'en fait, si on veut être un super-héros, l'ortie, c'est quand même une base essentielle. Ouais. Alors, je l'appelle la plante des super-héros parce qu'en fait, elle donne une énergie énorme au corps. Et elle porte le nom latin de Herculeum, la plante d'Hercule, celui des 12 travaux. Alors bon, le Wikipédia ne nous donne pas forcément l'information qu'il faut par rapport en fait, à la légende. Cette plante-là, en fait, a plusieurs vertus. Sa vertu principale se trouve dans la racine. C'est l'équivalent du ginseng. En fait, c'est la seule plante de nos régions qui possède de la testostérone version végétale dans les racines. Donc, quand on prélève la racine et qu'on la consomme en décoction, donc une décoction, c'est on met la plante dans l'eau froide, on monte le feu, on laisse bouillir pendant une demi-heure et après on peut consommer. Donc c'est à peu près une racine qu'on a prédécoupée et un peu écrasée pour 75 centilitres d'eau à peu près. Et donc quand on consomme cette racine par la décoction, là en fait ça nous fait un effet boostant énorme. C'est pas du tout stressant comme sensation, c'est pas du tout comme le café qui stimulerait en fait le corps, les intestins un peu trop. Là en fait c'est une montée douce qui donne de l'énergie, ça donne de la force. C'est du ginseng, c'est la testostérone version végétale, quoi. Mais bon, arracher la racine consiste à tuer la plante et donc il faut faire ça en version minimum. C'est bon pour sortir d'une fièvre normalement, c'est une plante médicinale qui sert à sortir d'une petite grippe ou quelque chose comme ça. Ou au printemps. Ça sera plutôt dans la période en fait juste avant qu'elle fasse ses fleurs, donc c'est en fait fin juin, quoi. Vous disiez que quand on coupe une plante, il ne faut pas tout prendre, il lui en laisser un peu pour qu'elle reparte. Dans ce cas-là, si on coupe la racine, il n'y a plus de... Ouais, là c'est vraiment, la racine, c'est une nature exceptionnelle. C'est juste pour faire l'expérience, pour l'avoir en petite quantité, en termes de plantes médicinales, ou booster pour un événement particulier, des examens, ou un événement sportif, ou quelque chose comme ça, ou simplement l'envie d'essayer, quoi, pour voir ce que ça fait, en faire l'expérience. Quand on prend une plante, en effet, quand on prélève seulement une portion de manière à laisser de la vie pour elle, pour qu'elle puisse continuer à se reproduire, à grandir, à se reproduire, et une autre partie pour les insectes qui s'en nourrissent aussi. Donc, on essaie de répartir au maximum sa cueillette, de manière en fait, à laisser de la vie pour tout et ne pas être invasif. C'est une notion importante parce que sinon on commencera à cueillir tout et les plantes ne pourraient plus se reproduire. Et quand on voit en fait dans certaines zones de France où on cueille des cèpes de Bordeaux par exemple, dans les alentours où ça pousse, eh ben, les cèpes ont du mal maintenant en fait à se reproduire parce qu'en fait on les en cueille tellement que du coup ça diminue la population. Il s'agit de ne surtout pas arriver sur ces débordements. Donc on prélève seulement des portions. Donc là je prélève une portion de feuille. Là pour l'instant elle est toute jeune. Hein. Dans un mois elle sera longue comme ça la feuille. La tige surtout. La tige, en fait, elle va grandir beaucoup. Elle a une vertu un peu particulière qui est plutôt négative. Parce que vous voyez, en fait, dessus, elle est couverte de petits poils. Ces poils sont photosensibilisants. C'est-à-dire qu'en fait, si je m'en frottais sur la face externe de la main, s'il y a du soleil, j'aurai une brûlure. C'est photosensible. Sur la face interne de la main, ça ne pose pas de problème. C'est ses défenses à elle. C'est ses défenses à elle. Si je l'ingère, tout se passe bien, la première fois. Si je le mange pendant une semaine ou plus, ben là en fait c'est ma peau qui va devenir photosensible. Et je vais me mettre à bronzer pour ma part. Mais d'autres personnes qui ont une peau plus sensible vont se mettre à rougir. Et un petit peu de soleil, même couvert par des légers nuages, va être gênant. Ça va être comme brûlant, quoi. Donc pour éviter ça, moi personnellement, sauf si c'est en début de saison où on va consommer un peu les feuilles, je me débarrasse des feuilles. Et je pèle la plante afin de débarrasser des poils photosensibilisants. Et une fois que les poils sont retirés, eh bien en fait on peut la consommer. Donc on la pèle, voilà, comme on peut le faire en fait sur d'autres plantes. Hop. La rhubarbe par exemple pour faire des gâteaux. Une fois que c'est assez pelé, on peut le consommer. Voilà, c'est bien le même goût que par chez moi.
Petit goût en fait d'orange amer, assez léger. Alors on peut jamais en consommer en grande quantité, on peut pas faire une salade que de ça. Ça va être en complément avec d'autres choses, parce que c'est une plante qui est puissante et donc du coup la force qu'elle a en fait fait que à la manger brute comme ça c'est pas évident. Mais elle compose très bien, elle s'installe très bien dans d'autres compositions alimentaires en plus quoi. Et quand on la fait cuire aussi, ça passe très bien, aussi bien avec de la viande qu'avec des lentilles, des choses comme ça. C'est super. C'est une plante qui est très puissante, c'est une des plantes les plus puissantes du coin et on en trouve en très grande quantité. Sur toutes les lisières de forêt, on va en trouver, sur toutes les lisières des champs, partout. La berce commune, on la trouve partout. Il y a la berce du Caucase qu'on trouve un peu moins parce que celle-ci, on essaie de l'éliminer. Elle est très invasive, problématique. Celle-ci, elle va pousser jusqu'à 1,50 m à peu près. La berce du Caucase monte jusqu'à 3 mètres. Si ça pourrait être un aimable bovin, la berce du Caucase serait un taureau furieux. Et elle est dangereuse, les poils photosensibilisants s'envolent dans le vent, nous touchent, nous brûlent, et pose vraiment beaucoup de problèmes. Donc celle-ci, la berce du Caucase, est une plante invasive qu'on essaie d'éliminer. Alors que celle-ci est tout à fait bonhomme, tranquille, à partir du moment où on l'a pelée, il n'y aura pas de problème. Donc là, on a des orties, et les orties, c'est vraiment une plante très intéressante qu'on peut manipuler sans se faire piquer, à condition de les prendre dans le bon sens, dans le sens du poil. Je me laisse dire que l'expression dans le sens du poil vient des orties. Parce que si on les prend en allant vers le bas, on se pique. Si on arrive en fait sur le côté, on se pique. Mais par contre, si on le prend du bas vers le haut, on ne se pique pas. Ou beaucoup moins. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des poils de l'ortie sont placés soit à l'horizontale, soit avec une légère oblique vers le haut. Et quelquefois un peu vers le bas. Mais c'est une minorité. Donc ce qui fait que généralement, quand on prend vers le bas, on ne se pique pas. L'ortie, ça va être une plante très intéressante parce que ça va être une des premières à rejaillir quand le gel s'arrête. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se retrouve en hiver, on n'a rien à manger, pour peu qu'il y ait un peu de dégel quelque part, du soleil qui touche plus une zone, on a des chances d'avoir des orties. C'est une des plantes, les premières plantes qui sortent de l'hiver. C'est une plante en fait qui a toutes les qualités nutritionnelles qu'on va rechercher dans notre nourriture quotidienne. Et donc, en termes de protéines, elle a tous les acides aminés nécessaires. Donc, on peut remplacer cette plante-là, on peut remplacer la viande par cette plante-là. D'autant qu'en plus, elle regroupe une grande quantité de familles d'insectes qui vont la côtoyer pour s'en nourrir et s'en protéger. Ce qui fait qu'on pourra probablement, quand on en ramasse à foison, y mettre quelques insectes complémentaires. Ce qui fait qu'on sera rassasié en vitamine B12. Donc il n'y aura pas de problème. On la mange plutôt cuite. On la mange cuite, ouais. Alors on peut la manger crue. La crue, c'est possible. Dans ce cas-là, on récupère juste la sommité. Hop, les 4-6 premières feuilles. Il faut casser les piquants pour libérer les stamines. En fait, les piquants, c'est de la silice. C'est comme du verre. C'est une plante donc, qui varie du verre à froid. Et dedans, dans son piquant, il y a le même poison que ce qu'utilisent les fourmis. Et donc, il faut casser les piquants pour amener en fait ce poison à l'air parce que le poison s'oxyde très rapidement et il n'est plus actif à partir du moment où il a rencontré l'oxygène. Donc on la roule, on la plie. Une fois que c'est bien roulé, bien plié, on peut se permettre de la mettre dans la bouche sans se piquer. Mais ça sera jamais en assez grande quantité à moins de le faire toute la journée pour essayer à se nourrir. Donc on va plutôt dans ces cas-là, si on veut s'en nourrir, prendre un petit canif, une paire de gants pour s'assurer de pouvoir en prendre en foison à toute vitesse sans forcément faire trop attention. Et là, en fait, on remplit son sac. Alors souvent, moi j'ai appris, on me disait au départ, prends donc les 4 à 6 premières feuilles et consomme-les. En fait, je me suis aperçu avec l'expérience que quand on veut en avoir en quantité, on a sa paire de gants, on enserre les têtes au poing, on coupe en dessous, on met ça dans le sac. Tout se consommera. Les tiges sont solubles, une fois qu'elles ont cuites, elles sont tendres et on peut les manger. Donc c'est pas un problème de mettre les tiges avec les feuilles. Ça fera toujours ça en glucides en plus. Et puis après on fait sa purée d'ortie avec. On parle souvent de soupe d'ortie, mais la purée d'ortie ça marche très bien. Une grosse quantité d'ortie, on met de l'eau dedans, un petit peu de sel pour avoir du sodium, des choses comme ça, c'est pas mal. Et on réduit jusqu'à temps que ça puisse avoir en fait une texture plutôt souple. Et après on peut en manger comme les épinards en fait. Comme les épinards à la poêle en fait. Voilà, ça peut être ça. Moi je les préparais en fait plutôt avec de l'eau
pour ensuite faire réduire l'eau, et une fois qu'il n'y a plus assez d'eau, que ça fait juste une purée, on peut les consommer. Comme ça, il n'y a pas besoin de rendre l'eau, parce qu'il y a plein de vertus qui sont dans cette eau. Et donc du coup, on la laisse plutôt évaporer, ce qui va moins nous intéresser, garder en fait le maximum de vertus de l'ortie en fait, dans la purée d'ortie que ça laisse. Bon, après, on peut élaborer plus et mettre des oignons, des choses comme ça, et commencer à composer une soupe. Mais en fait, simplement l'ortie en elle-même, c'est un goût qui est plutôt doux, qui se mange très bien, il n'y a pas de problème, on peut en manger en quantité. Après, c'est un peu neutre, on va dire, et donc c'est pas forcément très intéressant en termes de cuisine. Ça peut être améliorable, mais ça peut être amélioré correctement, mais je veux dire, ça recouvre tous nos besoins, donc c'est une plante parfaite pour ça. Et c'est une plante qui a des vertus anti-inflammatoires qui sont tout à fait excellentes. Quand elle fait ses graines, on peut récupérer les graines à condition de les mettre dans un petit broyeur du type broyeur à café électrique pour éclater les graines. Et ensuite, en fait, on peut les mettre en condiment dans nos plats. Ça va nous apporter toutes les vertus de l'ortie aussi en manière plus concentrée encore. Et tout ça sera très bien. Il faut éclater les graines parce que les graines, elles ne sont pas digestes pour nous. Nous ne sommes pas des individus capables de pouvoir digérer les graines. Les oiseaux le sont, pas nous. Donc nous, si on veut consommer des graines, faut qu'elles soient broyées. À propos des méchants, Vianney, comment voyez-vous la possibilité, en fait, nous, les gentils, entre guillemets, d'accélérer le processus, de plus dépendre et comment accélérer le processus de cette transition? Alors, il y a évidemment plusieurs chemins, c'est un arbre des possibles. Le plus simple pour un individu lambda qui habite dans une ville, c'est d'aller dans un loca-vrac, un magasin qui vend en vrac, qui vend avec une agriculture de proximité, qui vont souvent se tendre vers du bio, vont être en conversion, des choses comme ça. Donc là, on se préserve déjà de ce genre de lobby, quoi. Et puis d'une agriculture internationale qui déplace en fait des produits dans un pays pour les ramener dans un autre et ensuite les ramener chez nous, qui rend les choses très complexes en termes de carburant. Après, en fait, moi j'utilise depuis de longues années des potagers dans ma maison, en fait à l'intérieur de ma cuisine. Alors, en fait, je prends des graines de lentilles, je les mets dans un bol, je les laisse gonfler 6 heures. Après, je mets ça dans mon ex-passoire à pâte, parce que du céréal, j'en consomme plus du tout, ou très rarement. Donc dans mon ex-passoire à pâte, en fait, je mets mes graines de lentilles qui ont gonflé par l'eau, je les passe au rinçage sous le robinet. Et le lendemain, elles commencent déjà en fait à germer un petit peu. Je les repasse tous les jours, 1 à 2 fois par jour, pour garder l'hydratation et empêcher le développement de champignons. Et en 2 jours, je commence à avoir des germes. Je les mets ça dans ma salade. Et là, j'ai un potager. J'ai ma nourriture vivante qui est là directement avec moi, que je peux manger. Donc là, du coup, je mange du vivant. Quand on mange du vivant comme ça, sous la forme de graines, c'est encore mieux que de manger une salade. La salade, elle est coupée de sa racine. Là, la plante, elle sort de la graine, elle est pleine de vitalité, et toute contente, et là, paf, on la dévore. Et c'est un apport énergétique qui est énorme. Donc c'est un des meilleurs aliments du vivant, et l'avantage que ça a, c'est que c'est un des aliments qui coûte le moins cher. La graine, un paquet de lentilles, ça coûte presque rien. Souvent, les graines germées, on nous parle de toutes sortes de graines de plein, mais en fait, elles ont toute cette particularité d'être extrêmement petites et extrêmement difficiles à gérer à cause de ça. Alors que si jamais on prend des lentilles, ça marche très bien. Les haricots, c'est trop gros. Les pois chiches, c'est trop gros. Bien qu'on peut faire des pois chiches crus à partir de pois chiches germés. Mais la lentille, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui est très bon. La lentille verte. La lentille verte, ouais. Toute bête. C'est même pas grave si elle n'est pas bio. L'essentiel, c'est de mettre de l'eau et d'avoir une eau propre en fait quand tu la mets. Mais moi, je mets l'eau du robinet en fait. Je mets pas de l'eau en bouteille dedans. Il suffit juste d'un trempage de 6 heures et après, c'est que du rinçage. Et ça va durer plusieurs jours. T'en prends une poignée un jour, le lendemain, il y en a plus encore parce que ça a germé. Ça a continué la germination. Et j'utilise en fait autre chose, j'utilise aussi un petit bac. J'ai un petit bac de terre en fait dans ma cuisine, qui est long comme ça, voilà, 40-50 cm sur 30. Là-dedans, j'ai de la terre, je mets des graines de tournesol dedans, je tapisse, je mets de l'eau, je remets en fait un petit peu de terre par-dessus, je mets de l'eau, tout est couvert. Au bout de quelques jours, ça germe, une paire de ciseaux, je coupe mon tournesol et je mets ça dans ma salade. Les germes de tournesol. Les germes de tournesol. Mais pareil, je peux faire pareil avec les germes de lentilles, avec les germes de moutarde, de tout ce que je veux en fait. De tout ce qui est comestible, je peux le faire. De petits pois aussi là sur le coup. Et donc là, j'ai une nourriture abondante, gratuite et parfaitement vitalisante. J'ai le plus de vitalité que je peux rêver obtenir en fait dans le mode de civilisation qu'on a là. Sinon, si j'ai l'opportunité d'avoir un jardin ou que j'ai du temps pour pouvoir aller dans la nature et cueillir, dans ce cas-là, j'ai une nourriture abondante et gratuite en permanence. Simplement, il faut
connaître un petit peu, mais si on a en tête le nom des plantes que l'on croise depuis toujours, mais qu'on n'a jamais fait attention à identifier, on va dire sur une quinzaine de plantes, 15-20 plantes, on peut se débrouiller toute l'année, enfin tout le temps qu'il n'y a pas de gel, quoi. Et ça de manière gratuite avec la nourriture qui a conçu le génome de l'être humain. C'est pas la nourriture agricole qui a conçu le génome de l'être humain, c'est la nourriture sauvage d'abord, qui a fait en fait des humains tels que nous sommes. Vous savez, ce qu'on appelle les maladies de civilisation, ces maladies qui dégradent en fait l'humain à cause de la nourriture qu'on apporte. Les nourritures apportées, c'est les nourritures inventées par l'agriculture, développées par l'agriculture, c'est-à-dire en fait les céréales, les produits laitiers et les produits sucrés. En fait, ces trois produits-là, en fait, on peut techniquement les enlever complètement de l'alimentation et s'en débarrasser, on s'en portera mieux. On peut les consommer en petite quantité, c'est préférable. Mais sinon, en fait, c'est pas utile en fait en soi. Il n'y a pas de nécessité à manger des pâtes, à manger du riz, à manger des choses comme ça. On peut plutôt se centrer vers des aliments comme des légumes, des graines germées, un peu de viande, et si possible plutôt des choses que l'on pourrait manger crues. Par exemple, le poisson, c'est quelque chose que je peux manger cru. Donc, le poisson, c'est bon. En fait, tout ce qu'on peut manger cru, impeccable. Si on est obligé de le cuire, n'en mangeons pas trop souvent. Voire, on peut s'en passer. Vous dites que là, où nous voyons des mauvaises herbes, vous voyez un potager. Alors, en fait, quand j'ai voulu vraiment me plonger dans cette aventure de manger des plantes sauvages comestibles, j'ai décidé d'arrêter de faire du potager à ce moment-là. Je me suis dit, je ne fais pas de potager parce que je vais me concentrer là-dessus. Et là, en fait, je me suis aperçu, en fait, c'était une aisance incroyable parce que du coup, il n'y a plus besoin de travailler. Ça libère le temps. Enfin, moi, je suis autonome dans mon travail, donc du coup, je bosse quand même pour avoir un salaire. Mais il n'y a pas besoin de travailler pour cultiver la terre. Il n'y a pas besoin de travailler non plus pour gagner l'argent nécessaire à acheter la nourriture. Enfin, c'est en rapportant, en fait, c'est beaucoup de gains. Et donc là, il n'y a plus qu'à cueillir, en fait, dans les zones que l'on a repérées, qui sont propres, qui ne sont pas trop côtoyées par les chiens, qui ont toutes les vertus, en fait, d'un environnement qui n'est pas trop pollué. Et là, en fait, du coup, on peut cueillir aisément et avoir des quantités astronomiques en très peu de temps. Si on est au courant du printemps, bon là, on est juste au début, mais si on est au courant du printemps, dans les bonnes zones, je veux dire, cueillir pour un repas pour 2 personnes, à peu près, ça prend 5 minutes. Et par rapport à la quantité en fait, de légumes sauvages ingérés, ce qui est marrant, c'est que c'est une plante qui est tellement nutritionnelle, tellement nutritif, qu'on a moins besoin de manger. On réduit notre apport alimentaire, en mode sédentaire. En mode sédentaire, le matin, moi je mange pas trop souvent le matin, pas très souvent, mais là, je mange à partir du midi. Bon, le matin, je me fais une petite tisane d'ortie, quelque chose comme ça, ou une autre plante sauvage. Le midi, je me fais un plat. Le soir, c'est à peine si je mange dans ce genre de conditions. C'est juste un petit truc, mais vraiment ridicule. Donc ça fait un repas, un quart, un repas et demi par jour. En fait, on réduit énormément son bol alimentaire parce que c'est tellement nutritif que nos besoins sont couverts. Sensation de faim ? Pas de sensation de faim ? Ah non. La sensation de faim disparaît en fait avec la qualité nutritive. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai découvert qui est très curieux. Moi, avant de me mettre à ça, je me mangeais des pâtes au fromage avec du beurre, des choses comme ça, enfin que je mangeais à satiété, qui me faisait plaisir, je me remplissais le ventre, j'étais heureux comme tout, quoi. Et puis bien reposé, en fait, bien avoir, avec une grosse envie de me reposer après, quoi. Alors que là, en fait, j'ai découvert que quand je réglais vraiment bien mon assiette, pour que nutritionnellement, elle soit parfaite, je pouvais manger une toute petite quantité, et après avoir mangé ça, j'avais plus faim. Malgré le fait que ça soit très bon. Et en fait, je pense avoir compris à ce moment-là qu'une fois que le corps a repéré qu'il y avait les aliments qui étaient nécessaires à son besoin, la faim s'arrêtait. Et que quand on a cet aspect de gourmandise en fait, qui nous assaille, c'est parce que c'est pauvre en nutriments que du coup on en mange beaucoup. Après, il y a d'autres petites pistes pour répondre à ce qui pourrait être la gourmandise. Bon, le point de vue nutritionnel, je pense que c'est vraiment le socle. Après, il y a l'apport de sel qui fait saliver. Souvent, par exemple, comme les céréales, c'est pas trop fait pour nous, et ben quand on nous vend des produits céréaliers, on y met du sel. Par exemple, le pain. On met du sel dans le pain. Parce que si on ne mettait pas de sel, il serait fade. Bon, il y a des gens qui mangent du pain sans sel, mais il est quand même plus fade. C'est moins bon. Donc du coup, en fait, en soi, on en mangerait moins. En fait, on trompe notre goût en mettant du sel pour lui donner de l'appétence. De même, le sucre. Le sucre, ça ne fait pas saliver comme le sel. La salivation, c'est l'appel de la gourmandise. Le sucre, le corps, en fait, transforme tous les aliments en sucre. Donc du coup, hop, donne de l'énergie. Ça devient biodisponible. Donc tout ça se transforme en énergie, on l'utilise directement. Si le sucre, il est brut, dans ce cas-là, le corps il fait moins d'efforts et il l'assimile plus facilement.
Donc il apprécie beaucoup le corps. C'est facile, ça peut être utile tout de suite. Donc, vu que c'est des formes très concentrées, le corps, c'est ce qu'il cherche, c'est avoir quelque chose, un aliment qui fonctionne bien. Donc le sucre, grosse appétence, grosse addiction rapidement. Si on en ajoute en fait dans nos aliments, eh bien en fait du coup le corps va les chercher et va y avoir cet aspect de gourmandise qui va nous donner envie d'en manger. Ce qui fait que par exemple un pain de hamburger, c'est souvent sucré. Pour donner en fait, il y a du sel pour faire saliver, le sucre pour donner l'appétence, et en fait les deux ensemble font la gourmandise, quoi. Enlève ça, la gourmandise, en fait, elle disparaît. Tu n'arrives plus qu'à quelque chose qui est très bon, hein. Franchement, en termes de saveur, sur les plantes sauvages, on peut tomber vraiment, c'est des trucs qui donnent l'impression d'être dans un restaurant étoilé. C'est vraiment très bon. Mais en fait, on n'est pas gourmand dans le fait, en fait, on va en manger plus que notre besoin. Est-ce qu'il y a une saisonnalité pour couper les plantes? Ouais, disons qu'en fait, tous les moments sont possibles, sauf quand ça gèle, quoi. Disons que quand ça a gelé, on va trouver éventuellement du plantain, qui est une plante très commune et sur laquelle on pose la plante des pieds sans qu'elle s'écrase, qui est un petit peu raide mais qui se mange bien, comme petit goût champignon. On peut la trouver même quand ça gèle parce qu'en fait elle est très résistante. Sinon en fait c'est tout le temps. C'est tout le temps. Dès le début du printemps, on commence à trouver notamment les primes verts, hein, qui en premier sortent leurs vers. Et puis toute la saison va suivre. Il y a des particularités intéressantes, c'est qu'en fait en début de saison on a toute la verdure, puis arrivent les fleurs jusqu'au mois de juin à peu près, ou ça continue après, mais il y en a vraiment beaucoup jusqu'au mois de juin, donc on peut en consommer en très grande quantité, ça nourrit bien. Puis après on a l'été, où là bon l'été les feuilles commencent à devenir un petit peu plus dures, c'est un petit peu moins intéressant, il faut trouver les zones ombragées pour pouvoir être satisfait. Et puis après arrive l'automne, où là en fait on a toutes les graines qui commencent à apparaître, les mûres, les noisettes, les châtaignes, les choses comme ça. Et puis après, toutes sortes de prunes, de nèfles, de plantes enfin, sauvages, ou pas d'ailleurs, qui vont nous fournir leurs fruits. Et une fois que les fruits sont tombés, bon là c'est un peu plus complexe, mais on trouve quand même, dans les arbres on trouve plus rien, mais on trouve quand même au sol pas mal de pissenlits, on les trouve encore, on trouve du fenouil, on trouve du nombril de Vénus, on trouve des plantains forcément, et plein d'autres en fait, du gaillet gratron, enfin tous ces noms-là vous les connaissez pas forcément, mais ça fait partie des potentiels importants en fait que propose la nature. Mais si j'avais à vivre comme ça, si par exemple je voudrais vivre en région parisienne pour aller dans le parc Saint-Germain pour pouvoir en fait cueillir régulièrement, à un moment donné, s'il y a du gel, eh ben, il va falloir que je me reconsidère comme migrant et donc comme l'oiseau repartir vers les zones hors gel pour pouvoir continuer à cueillir tranquillement et avoir la quantité, vous voyez, ne pas être en manque. Parce que la nature nous propose une abondance permanente à condition qu'on soit en zone hors gel, quoi. Il y aurait des solutions pour, j'imagine que oui, pour conserver l'hiver, c'est-à-dire peut-être les noisettes, les fruits à coque? Oui, alors c'est vrai que la capacité de conservation c'est vraiment top, hein. Donc là, châtaigne, noisette, gland de chêne aussi. Bon, c'est une préparation spéciale pour enlever les amertumes, mais ça se fait aussi, parce que le chêne il y en a quand même beaucoup et donc il y a moyen de récupérer pas mal de nourriture. Bon, les châtaignes, en fait, il n'y a pas tant de gens qui en ramassent, donc il y a moyen quand même de se faire des gros sacs et d'en garder pour tout l'hiver. Après ça, on fait des farines, une fois qu'on les a séchées, des choses comme ça, hein. Donc, en effet, il y a moyen de passer l'hiver, en fait, en ayant fait notre récolte, en fait, dans les bois et avoir tout ce qu'il nous faut pour passer l'hiver. Les orties, ça se sèche très bien. Et là, du coup, ça nous permet d'avoir des compléments. Et puis après, en fait, on peut augmenter, en fait, avec toutes sortes de plantes, hein. Les champignons, il faut pouvoir les sécher, donc il faut un séchoir, parce que les champignons, si on ne peut pas les sécher correctement, c'est vraiment problématique. Mais si on a un séchoir, dans ce cas-là, c'est parfait. Les champignons, on peut les garder longtemps aussi, ouais. Et là, dans ce cas-là, pas besoin de se déplacer en tant que migrant, on peut rester sédentaire et en fait avoir une nourriture tout à fait excellente sur la période hivernale, qu'on peut compléter par des graines germées pour avoir là des pousses fraîches en fait dans son appartement. Une bonne recette à refaire? Alors la salade sauvage en fait en soi ça marche très bien. Une petite notion quand même importante c'est là du coup quand on veut faire une salade sauvage c'est mettre du vinaigre dedans, une vinaigrette. Le vinaigre va tuer les bactéries. Éventuellement quand même, suivant l'endroit où on a été, si c'est un endroit qui est beaucoup fréquenté par les promeneurs, donc par des canins et autres félins, en fait il faut laver. Si jamais on a des doutes, on cuit. Comme ça, toutes les bactéries, tout parasite sera fini. Pour conclure, merci beaucoup Vianney pour toutes ces informations. On attend votre herbier avec impatience. Il va sortir au printemps 2020. Ça sera dans les éditions du Terran. On ne manquera pas de communiquer dessus. Merci.